Enfin, On Mars est finalement arrivé à la Société des Jeux, également en boutique au Randolph du Centropolis, la version Kickstarter avec les upgrade packs, les cartes supplémentaires, le plateau de joueurs en néoprène. Bien heureux que ça soit arrivé et bien hâte de vous le présenter. Alors sans plus tarder, notre actualité Kickstarter et jeux de société du 1er février. C'est parti! Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce 1er février 2020 pour notre revue d'actualité jeux de société et Kickstarter. Une seule réception cette semaine, mais une réception notable avec On Mars, le Vital Lacerda que j'attendais. C'est un petit peu plus long parce que j'ai pris la version retailer, donc j'ai plusieurs copies de disponibles au Randolph du Centropolis, mais c'est la version Kickstarter avec le Upgrade Pack, les composantes supplémentaires, des cartes supplémentaires. J'ai pris également les néoprènes pour les plateaux de joueurs que je trouve excessivement beaux. C'est Yann O'Toole qui est encore à la tête du niveau artistique. Et c'est un gros jeu de gestion de ressources, euro, comme Vital sait les faire. La thématique de Mars m'intéresse grandement. Alors bien hâte de m'y plonger et de vous le présenter avec On Mars, le dernier et non le moindre. Une grosse boîte encore une fois, mais toujours excessivement jolie. Parmi les titres qui sont en route, on attend encore Curator pour en faire la présentation du prototype pour la campagne. On a également confirmé quelques achats cette semaine, 2 petits achats, un gros, un petit. En commençant par notre gros, donc j'ai pris un retailer pour la boutique encore une fois avec le jeu Star Realms. J'avais beaucoup aimé Hero Realms, Star Realms étant le prédécesseur qui a énormément d'extensions et là c'est la version collector, la boîte de luxe avec 254 foils donc métallisés, toutes les add-ons à l'intérieur qui peut se jouer de 1 à 6 avec des plateaux de jeu, des marqueurs pour les points, donc je trouvais le collector intéressant puisque j'étais pas du tout présent dans la campagne depuis le début, j'ai aucun jeu de la série Star Realms, donc j'en ai profité pour acheter la boîte de luxe et ça sera disponible également là au Randolph du Centropolis, une grosse campagne, 5953 contributeurs, on parle de plus de 800 000 $ d'accumulés, bien hâte de le voir celui-là. J'avais découvert le jeu sur l'application iOS. Donc, c'est une des applications que j'ai commencé à utiliser, que j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. C'est un challenge solo, on va faire, c'est un deck building, donc on a une main de cartes qui va toujours être la même, mais jusqu'à temps qu'on va réussir à passer la prochaine étape. Et ça vous permet de vous familiariser avec les cartes de jeu, c'est très bien fait. Je vous le suggère si vous ne connaissez pas. Mais sinon, la version carte, un joueur jusqu'à 6 joueurs, ça peut être intéressant. Alors, c'est pourquoi ça a été additionné à notre collection. Un autre petit jeu que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est Micro City. Un petit jeu, comme je les aime, vraiment une petite boîte. Et là, on a un jeu de construction de cité du créateur de Pocket Mars, donc un spécialiste des petits jeux. C'est de 1 à 2 joueurs de partie rapide de 5 à 30 minutes. On a un jeu qui était disponible à partir de 24 $ canadiens, mais il y avait quand même un montant de shipping assez élevé pour la grosseur de la boîte. J'ai préféré y aller avec le Print and Play. Donc pour seulement 2 livres, donc 3 $ canadiens. Je vais avoir le fichier PDF pour pouvoir me l'imprimer. Ça me permettra de vous le présenter éventuellement. C'est un petit jeu filler comme je les aime qui va être facile à sortir. Belle campagne encore là, 2534 contributeurs, une progression de 21% cette semaine, 61 000 $ d'accumulés et la campagne se termine le 9 février prochain. J'aime le côté format portatif, les parties rapides, des cartes à double utilité. Des stretch goals intéressants, dont un print and play supplémentaire, donc c'est un 2 pour 1, puisque ça nous donne accès également à Skyline Express Roll and Write. Alors, bien hâte de le découvrir lui aussi. Avis-vous intéressés, c'est disponible en print and play et je pense que vous pouvez même l'essayer durant la campagne. Il y a un fichier que vous pouvez aller télécharger pour faire l'essai de la partie de base. Donc, avis-vous intéressés, Micro City jusqu'au 9 février prochain. Ça complète mes achats cette semaine. Je reste assez modeste. Je garde mon argent pour les gros jeux qui s'en viennent. Et je reste quand même plus sélectif que dans l'année passée. Je vous expliquerai pourquoi au courant de la vidéo. Ça sera à vous de juger si vous voulez être présent ou pas. Mais je vous donne les grandes lignes. On regarde au niveau des sorties en boutique, en commençant par le Randolph, donc randolph.ca. On a quelques jeux intéressants, surtout des sorties en français cette semaine, avec Empire du Nord, donc c'est Imperial Settlers pour 1 à 4 joueurs qui arrivent dans un univers donc nordique.
On connaît bien ça ici au Canada. Et c'est donc disponible en français, donc assez intéressant. C'est un jeu que j'adore au niveau de la boîte de base. J'ai pas essayé celui-ci, mais je pense que je vais sûrement me laisser tenter. Ensuite, Martin Wallace fait son apparition en français également avec Brass. Donc on a Lancashire, qui est l'original, publié en 2007, qui est encore classé 19e au niveau des board games sur BGG, donc excellent. Et le nouveau qui est sorti en 2018, Birmingham, lui, est classé numéro 5, donc c'est pas rien. Et en plus, c'est illustré par nos Québécois. Illustration vraiment magnifique. On parle de Lina et David chez Mr. Cuddington. Avis aux intéressés, si vous ne connaissez pas, c'est un excellent jeu de gestion, un jeu assez costaud qui va plaire aux amateurs d'euros. C'est encore là disponible en français, ça vient d'arriver de 2 à 4 joueurs, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à ajouter à sa liste. Et dans les autres gros jeux euro, c'est la semaine thématique pour ça, on a Londres, encore une fois de Martin Wallace, qui arrive, donc il est sur toutes les plateformes présentement. C'est en version française également là. London avait été publié en 2017, on vient en 2019 de sortir en français et ça vient d'arriver à la boutique. Martin Lafrenière de la Zone me dit que du bien du jeu, alors j'ai bien hâte de l'essayer celui-ci également avec un gros jeu de Martin Wallace. Au niveau de chez Philibert, quelques sorties à noter également. Dans les meilleurs vendeurs, j'ai noté quelques jeux que je trouvais intriguants. Premièrement, Cluster, c'est un petit jeu d'aimant. Sorti en 2018, sorti en français en 2019. C'est de 1 à 4 joueurs, encore là, un joueur. Donc, des jeux rapides, simples, amusants, mais avec beaucoup de stratégie. Je ne sais pas si c'est un casse-tête, ça me semble intéressant, c'est assez abordable. On parle d'à peu près 17-18 €. C'est quelque chose que je vais regarder peut-être pour ici, voir qu'est-ce que ça dit. Un des coups de cœur de la Société des Jeux en 2019 avec Cryptid en version française. C'est un jeu de déduction, un jeu d'enquête. On va tous être des chercheurs à la découverte d'une créature mythique dans un terrain. Tout le monde a une information. On va essayer de poser des questions pour essayer de le déceler. Vraiment, la façon que le jeu est monté, c'est assez brillant. C'est très simple et on va poser des questions, on va poser des jetons, puis on va éventuellement trouver la réponse tous ensemble en essayant de déduire les indices des autres. Très, très, très bien fait. Si vous aimez les jeux de déduction, c'est probablement un des meilleurs avec Cryptid. Ensuite, It's a Wonderful World, qui était disponible, qui est déjà en rupture de stock. Par contre, l'extension a fait son apparition avec Guerre ou Paix. Donc, ça vous permet d'embarquer le mode héritage, le mode campagne pour la boîte de base. Ça, c'est assez intéressant pour ceux qui ont juste la boîte de base. Excellent jeu. Je l'ai mis dans mes coups de cœur en 2019. On vous revient très, très prochainement avec mon palmarès en compagnie de mon ami Stéphane. On va vous présenter ça très prochainement. Mais soyez sûr que It's a Wonderful World risque d'être là. Et également, c'est disponible présentement sur Kickstarter. On vous présente ça dans quelques instants avec une nouvelle campagne fort intéressante là aussi. Parmi les jeux qu'on vous a déjà présentés dans les 2-3 vidéos précédentes, donc ceux qui sont restés sur ma liste de suivi, qu'on fait le suivi jusqu'à la fin, voir si on va être présent pour la campagne, quelques noms à retenir. Apex Collector Edition, c'est un jeu de deck building dans l'univers des dinosaures. Je trouvais la thématique intéressante. On pouvait y aller avec un all-in, avec toutes les extensions. Ça aussi, c'est assez bien. Les règles vont probablement être disponibles en français en PDF. C'est ce que la campagne me laisse présager. Il avait soulevé le point de peut-être l'amener au niveau des cartes, mais ça prenait un certain nombre de backers en français. C'est pas confirmé encore là. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à communiquer avec l'auteur et y faire la mention. Donc, poser la question. Ça va peut-être susciter la réaction d'y aller pour une version française. C'est disponible à partir de 105 $ US. On a un gros jeu de cartes avec plus de 1000 cartes. On a 20 à 25 $ pour le shipping, une fin de campagne le 6 février dans quelques jours. Et présentement, c'est 2584 contributeurs, une hausse de 8%. On parle de tout près de 300 000 $ canadiens d'accumulés. Alors, on regarde la fin de la campagne. C'est un jeu que je vais probablement essayer d'essayer en compagnie de mon ami Martin Lafrenière, qui je sais qu'il a la boîte de base, donc ça pourrait être intéressant à essayer en deck building. Ensuite, on a Return to the Dark Tower. C'est un gros jeu qui suscite un très fort intérêt sur Kickstarter. On a déjà au-dessus de 18 174 contributeurs, plus de 4,1 millions de dollars canadiens d'accumulés. C'est énorme. C'est la compagnie Restoration Game qui était à la base de Fireball Island, qu'on a découvert l'année dernière. Donc, ils reprennent des vieux jeux, ils les mettent à la chose du jour. On fait un petit peu de make-up là-dessus. Mais on a été un petit peu plus loin dans le cas de Return to Dark Tower en engageant 2 gros designers.
Rob Davio, Isaac Childress pour nommer juste ceux-là parce qu'il y en a plusieurs autres également. C'est un jeu que moi j'ai pas mis dans ma liste d'achat parce que je le trouve ambigu, un peu gadget. J'espère que ça va être bon, mais j'attends sa sortie en boutique pour confirmer pour mon achat. Je veux vraiment voir qu'est-ce qu'il y en est. Je suis pas vraiment adepte de ces genres de mécaniques-là quand c'est juste esthétique. Celui-là risque d'être bien intégré au jeu, mais ça reste pour moi à être prouvé. C'est 125$ US pour le jeu de base, 225$ pour le all-in, il faut compter 24 à 30$ pour le shipping. Alors, c'est une campagne coopérative de type Push Your Luck et ça finit tout prochainement le 4 février. Alors, sans doute, une campagne fort réussie parce que le monde sont présents, l'argent est également présent. Reste à voir le résultat final. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va dire avec Return to Dark Tower. Ensuite, un jeu que j'attendais avec impatience sur Kickstarter, c'est Hoth Chronicle of Empire and Exile, du créateur de Root, qui nous arrive avec une campagne ici. Je trouvais l'aspect très très intéressant du fait qu'on peut avoir des groupes de joueurs différents pour y jouer. On peut intégrer n'importe quand dans l'aventure de nouveaux joueurs et les débarquer. On peut faire des parties solo entre deux parties avec notre groupe de joueurs. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est une grosse campagne, 10 565 contributeurs, c'est une hausse de 8% cette semaine, déjà atteint le 1,1 million de dollars, donc ça va bien. Ça finit encore tout prochainement, 4 février, et c'est un pledge à partir de 90$ US plus 20 à 26$ pour le shipping. Par contre, le shipping, j'avais dit qu'il était un petit peu dispendieux et la dernière actualité a fait une révision à la baisse. Donc, on est passé de 22 à 18. On a réduit de 4$ les coûts de shipping. Ils ont entendu ce que les backers ont dit et ils ont revisé leur prix là-dessus. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que dans la campagne, il n'y a pas de stretch goal. Il y a certains goodies là, comme des jetons de livres en plastique et de la monnaie sonnante qui va être additionné, un livre pour noter aussi nos campagnes. Mais somme toute, il n'y a pas de stretch goal en tant que tel, ça reste la version qu'on va retrouver retailer pratiquement lorsqu'on va avoir la version boutique. Le seul avantage, je vais risquer de l'avoir un petit peu à l'avance, mais on me dit que c'est un petit peu moins cher que le jeu qui sera sorti en boutique. Par contre, avec le shipping, à mon avis, ça va revenir aussi cher que ce que vous allez trouver en boutique. C'est pourquoi je le mets de côté pour ma part, parce que je suis capable de les acheter en version boutique. C'est plus avantageux pour moi, mais c'est sûr que c'est un jeu que je vais additionner à ma collection. J'aime beaucoup l'aspect de campagne, de découvrir ce que nos personnages ont accompli dans le passé et de pouvoir changer de groupe de joueurs. Je trouve ça assez intéressant. J'aime beaucoup le concepteur, donc c'est sûr que je vais être présent. Mais ça sera lorsque ça sortira en boutique pour ma part avec Hoth Chronicle of Empire and Exile. Ensuite, un jeu qui est attendu par plusieurs, c'est Fondation de Rome, donc Foundations of Rome. C'est du concepteur Emerson Matsuuchi, celui qui nous a offert Century, La Route des Épices. Donc, c'est des jeux accessibles, généralement familiales. C'est publié chez Arcane Wonders. C'est disponible à partir de 99$ US à 120$. Il faut compter 20 à 25$ pour le shipping. Donc, c'est un jeu quand même assez dispendieux, mais de toute beauté. C'est un plateau avec des bâtiments 3D. On va reprendre la construction de Rome. On va aller réserver des terrains pour pouvoir aller construire Rome. C'est un jeu qui se joue initialement de 2 à 4 joueurs. Par contre, il y a des extensions qui ont débloqué durant la campagne, mais c'est des add-ons. Donc, on peut avoir le add-on maintenant pour y aller en solo avec le solo de David Tursky, qui est disponible à partir de 39$ supplémentaires, qui est assez dispendieux. Et on peut prendre également une extension pour rajouter un 5e joueur si on veut. C'est un autre 29$. Bref, il y a plusieurs façons d'additionner ça, mais ça va faire une belle facture au bout de la ligne. C'est peut-être ce qui est un peu à reprocher au niveau de la campagne. C'est très mercantile parce que c'est pas un jeu avec un gros gameplay difficile. C'est un jeu très accessible. On parle de 1.71, je pense, sur BGG au niveau de la difficulté. Donc, ça reste un jeu très familial malgré tout. C'est juste qu'il est très très beau. Ça va être un jeu facile à sortir, mais c'est un jeu qui va falloir mettre la main à notre portefeuille pour y être parce que c'est assez dispendieux. Alors on regarde ça de près encore avec Fondation de Rome. C'est disponible jusqu'au 6 février prochain. Quelques journées pour se décider encore. À voir si on va être présent. Master of the Night, je vous l'ai présenté également dans les précédentes vidéos. C'est un jeu de la compagnie Ares que j'aime bien. Ceux qui nous ont offert Galaxy Defender, entre autres. C'est une compagnie qui fait toujours du matériel de qualité. C'est un jeu qui se joue en solo pour 1 à 5 vampires. Je trouvais la thématique intéressante. L'artistique également très intéressant au niveau des représentations un petit peu des années 50-60.
C'est traduit en plusieurs langues, c'était l'aspect positif. Par contre, le français n'est toujours pas présent dans les langues de traduction. C'est malheureusement ce qui me fait ralentir un petit peu là-dessus. Présentement, on a 1183 contributeurs, une hausse de 32%. Une campagne qui se termine là aussi le 5 février, donc dans quelques jours. Très abordable, 39$ US, 49$ pour une version de luxe avec des composantes un peu de meilleure qualité, mais c'est pas vraiment nécessaire. Il faut compter 18 à 20$ pour le shipping. Des jeux de 60 à 120 minutes. Alors, j'aime le contenu, j'aime le détail de ce qu'on voit. C'est très très intéressant. Par contre, il y a un autre jeu de vampire qui va sortir la semaine prochaine et je vous en parle à la fin de la vidéo. Alors restez présents pour savoir. Vous allez probablement devoir choisir entre un ou l'autre. Mon cœur a déjà fait son choix. Je vous laisse à vous de regarder qu'est-ce que vous allez choisir. On vous a parlé brièvement de Erlof aussi. C'est un jeu de cartes de type viking, une confrontation 2 joueurs avec des runes, des cartes, qui était disponible en version française en PDF. Puis aucun texte au niveau des cartes, donc je trouvais ça intéressant. J'avais écrit avec le concepteur, j'avais essayé d'avoir un prototype pour vous le montrer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi à l'avoir à temps et la campagne se termine tout prochainement, donc ça ne sera pas possible, mais peut-être qu'on fera suivre par après quand même. 749 contributeurs présentement, 19% de progression, 16 000 $ de confirmation au niveau de la campagne. Donc, c'est financé. Reste à voir si on va réussir à mettre la main sur le prototype avec Erlof. Je vous ai présenté également la semaine passée comme étant mon coup de cœur de la semaine, Tortuga 2199. Un jeu de pirates de l'air, donc on a ici affaire avec un jeu futuriste chez Grey Fox Games. Une compagnie qui a une belle réputation, qui donne tout le temps du matériel de haute qualité. On a une campagne qui va bien, 1363 contributeurs, une progression de 17% cette semaine. On a franchi le cap des 112 000 $ canadiens de financement. C'est un jeu de deck building de type contrôle de territoire pour 2 à 4 joueurs. On peut aller jusqu'à 5 avec l'extension, si on ajoute l'extension qui est disponible avec la campagne. C'est assez abordable, on parle de 59$ US, 79$ si vous y allez avec le plateau de néoprène, ce qui est quand même encore là abordable. Et on parle de 15 à 20$ pour le shipping, c'est quand même raisonnable. Ça inclut l'extension qui se dit d'être une valeur de 25$ et qui ajoute la possibilité de jouer à 5. Ça aussi, c'est bien. La version française est disponible, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes coups de cœur. Ça va être disponible avec Origame, alors bien hâte de voir ça. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de solo présentement. Reste à voir s'ils vont demander à David Surski de les aider là-dessus, à moins que la Société des Jeux se mette de la partie. Reste à voir. Donc je me porte volontaire si jamais vous voulez quelqu'un pour regarder pour le solo. Je pense que ça serait un jeu génial pour ça. Par contre, c'est pas évident. Au niveau de contrôle de territoire et majorité en solo, c'est peut-être pas la meilleure mécanique, mais il n'y a rien d'impossible. Alors on regarde ça encore pour quelques temps parce que Tortuga 2199, c'est disponible jusqu'au 13 février prochain sur Kickstarter. Ensuite, petit jeu que je vous ai présenté d'une compagnie que j'aime bien, c'est Not Publishing qui nous propose This War Without an Enemy. C'est un jeu de confrontation de guerre pour 2 joueurs. C'est un jeu stratégique de confrontation durant la première guerre civile en Angleterre. 271 contributeurs présentement, une hausse de 50%. On parle de 25 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 4 février. Pour des parties de 60 à 240 minutes, c'est un type de jeu genre d'échec avec un contrôle politique, économique, religieux en utilisant une mécanique de mouvement secret, un peu à la Stratego si vous voulez. Je le trouve intéressant, c'est disponible à partir de 53€ et il faut compter 9€ de shipping, 16 pour le Canada. L'éditeur a confirmé que la version française sera disponible parce qu'on a atteint le 200 contributeurs et ce sera par contre juste en PDF, ça ne sera pas au niveau de l'impression du jeu, mais les règles seront quand même disponibles en version française, donc c'est quand même la bonne nouvelle. Ensuite, je vous ai parlé d'un petit jeu très accessible, ma carte cachée de la semaine dernière avec Jurassic Parts de la compagnie 25th Century Games. C'est la compagnie qui nous a offert Space Explorer, qu'on vous a présenté sur la chaîne. C'est un 8e projet pour eux. Très abordable, disponible à partir de 29$ US, comptez 10$ pour le shipping. C'est une progression de 28% cette semaine avec 594 contributeurs, 21 000$ d'accumulés. La campagne se termine le 12 février prochain. 2 à 4 joueurs,
très familial, 10 ans et plus. C'est un jeu de majorité et de set collection, de collection d'ensemble. Alors j'aime beaucoup la thématique, j'aime le fait que ce soit accessible, l'artistique est vraiment très beau, c'est quelque chose qui va être très accrocheur, facile à mettre sur une table. Il n'y a juste pas de solo sur le jeu encore là. Je pense pas non plus que ce soit un bon jeu pour le transformer en solo. Le plateau de jeu va être séparé selon la position qu'on va mettre nos barricades et on va pouvoir aller creuser après ça selon la majorité qui va avoir fait plus de travail, va récolter les plus grandes parts du gâteau. Alors ça serait difficile à mon avis à faire avec un solo, peut-être avec une application, ça serait peut-être possible, mais il reste à voir. Donc Jurassic Park, c'est malgré tout un jeu que j'aime beaucoup, alors soyez informés, c'est jusqu'au 12 février prochain. Un dernier que je vous ai présenté la semaine dernière, petit jeu d'une compagnie française, on parle de Fingers. Alors, un jeu de doigts, je trouvais le jeu intéressant, c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va se composer des mains de cartes, et oui, des mains de 5 doigts, donc des pouces, des index, des auriculaires, bref, on va avoir des mains de cartes, on va essayer de protéger nos doigts, on va essayer de couper ceux des voisins, on va essayer d'agrémenter nos doigts de bijoux et de tous autres ornements pour les bonifier. Alors, je trouvais ça bien comme jeu de cartes et probablement pour apporter au pub, je pense que c'est de quoi qui sortirait facilement. Alors, c'est un jeu qui est très abordable, une quinzaine d'euros pour l'achat, c'est disponible jusqu'au 19 février prochain. J'ai proposé à l'auteur peut-être d'en faire une présentation si j'ai réussi à mettre la main sur un print and play et vous le présenter. C'est présentement d'un 2 à 6 joueurs dès 7 ans, une partie rapide d'une vingtaine de minutes. Alors, très intéressant. Je regarde qu'est-ce que ça dit et si j'ai la chance, je vous présente ça dans les prochaines semaines. Alors, c'est ce qui complète notre brève introduction pour cette semaine, notre spécial jeu de société et Kickstarter du 1er février 2020. Je vous invite à commenter la vidéo pour me dire quel est votre coup de cœur de la semaine. Sans plus tarder, on regarde ensemble ce qui s'ajoute à notre liste, mais surtout ce qui s'en vient dans la semaine prochaine, puisqu'on a une petite liste de rappel des projets à ne pas manquer. Alors, sans plus tarder, spécial Kickstarter du 1er février. C'est parti! Et on débute en force cette semaine avec l'arrivée de It's a Wonderful World, qui nous arrive avec un reprint du jeu publié l'année dernière, ainsi qu'une nouvelle extension nommée Ascension. Nominé pour le jeu de l'année à Cannes, la boîte de jeu nous revient avec l'extension qui ajoute 48 nouvelles cartes, dont 4 nouveaux types de cartes, les superproductions, la corruption, projet maître et un nouveau type de pointage au niveau des cartes. En plus de ça s'ajoute un nouvel empire, une boîte secrète. Maintenant pour 1 à 6 joueurs, des scénarios solo qui viennent d'être débloqués en stretch goal, déjà 4400 contributeurs, presque le même total que l'année dernière pour l'ensemble de la campagne, 280 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 13 février prochain. Disponible à partir de 29 € pour l'extension, 89 pour le all-in, il faut compter 4 à 7 € de shipping pour la France et 8 à 11 pour le Canada. J'aime beaucoup la réimpression du mode héritage, un must pour ceux qui aiment les campagnes, la version française évidemment, et un jeu très accessible mais également très stratégique. J'aime moins, le prix du shipping au Canada, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais bon, on demeure loin. Alors résultat, c'est un must, un jeu à avoir dans votre ludothèque, surtout avec le mode héritage, vous ne serez pas déçus, c'est juste parfait. Alors un gros oui pour moi avec It's a Wonderful World. Je vous ai parlé en ouverture de vidéo de 3 jeux de Martin Wallace. En voici un 4e avec Rocketman, publié chez Phalanx, disponible en version française grâce à Cycron Games. Je salue d'ailleurs toute l'équipe. On a déjà 2340 contributeurs, 200 000 $ canadiens d'accumulés, une campagne très rapide qui se termine le 5 février prochain. 1 à 4 joueurs, partie rapide également de 60 minutes, une course aux étoiles pour la découverte de la planète rouge. Alors c'est disponible à partir de 23 livres, 89 livres pour le all-in, 15 à 20 livres pour le shipping, mais faites à noter, c'est envoyé par FedEx en avion, alors possibilité de frais de douane selon mon expérience. Citius, Altius, Fortius, plus rapide, plus haut, plus fort. Plongé dans une course effrénée vers la dernière frontière, l'espace. Une confrontation de type deck building, de décisions rapides et de choix tactiques. Il appartient à vos capacités prédictives et à vos compétences de gestion de ressources de déterminer le type d'activité qui serait le plus approprié pour ouvrir la voie vers la planète voisine. Peu importe s'il s'agit d'un satellite en basse altitude ou d'une base habitée destinée à la planète rouge, planifiez soigneusement votre mission, équipez astucieusement vos fusées et vos navettes, mais n'hésitez pas quand votre instinct vous le dit et qu'il est temps de vous lancer. L'univers pourrait vous attendre éternellement, vos adversaires, eux, ne le feront pas.
J'aime l'auteur, une course de type deck building, un jeu rapide, un thème que j'aime, un solo, une VF, beaucoup de choses, bref. J'aime moins l'aspect peut-être générique des illustrations et surtout le transporteur FedEx, s'il vous plaît, à bannir. Alors oui, je vais sûrement y être d'ici la fin de la campagne avec Rocketman. Et pour rester au niveau de la science, on y va avec Genotype, un Mendelian Genetic Game de la compagnie Genius Game, un 13e projet pour eux, on vous avait déjà présenté, périodique sur la chaîne. 1633 contributeurs, 115 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 27 février prochain. Disponible à partir de 39 $ US, 55 pour la version de luxe et il faut ajouter 11 $ pour le shipping au Canada. On parle d'un jeu de 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes. C'est un placement d'ouvriers, repêchage 2D et collection d'ensemble. Grégoire Mendel est un moine augustin du 19e siècle qui a été crédité de la découverte de la génétique moderne. Dans Genotype, vous jouez en tant qu'assistant en compétition pour collectionner des données expérimentales sur les poids, en essayant de contrôler comment les plantes héritent des traits clés de leurs parents, la forme de la graine, la couleur de la fleur, la couleur de la tige, la hauteur de la plante. Les traits observables d'une plante de pois, son phénotype, sont déterminés par sa constitution génétique, son génotype. La relation entre le génotype et le phénotype et la nature de l'hérédité génétique sont au cœur de Génotype le jeu. Bref, ça semble plus simple à jouer qu'à expliquer. On a affaire ici avec un jeu éducatif, avec un artistique assez bien réussi, un solo disponible. Par contre, il n'y a pas de version française de disponible, mais très peu de texte au niveau du jeu. Mais ça reste tout ça très abstrait malgré le fait qu'on essaie de plaquer une mécanique génétique là-dessus. Donc, pour ma part, j'aimerais bien l'essayer, mais je vais attendre la sortie en boutique. Alors, Genotype jusqu'au 27 février prochain. Good morning, Scrappers. This is Tommy, and you're listening to Radio Old London. Today we open our broadcast with our column Survival After the White Death Day. La compagnie Ludius Magnus Studio nous revient avec DEI, Divine et Impera, de retour pour une deuxième tentative de financement sur Kickstarter. C'est eux qui étaient à la tête de Dungeonology, qui a été bien reçu l'année dernière. Déjà 2041 contributeurs, 313 000 $ d'accumulés. Un jeu sans langage, donc aucun texte. Les règles seront disponibles en français au niveau PDF. C'est de 1 à 4 joueurs, 59 € pour la version Meeple, jusqu'à 125 pour celle avec des figurines, selon si vous y allez avec le standard ou le deluxe avec les extensions. On parle de 15 à 30 $ pour le shipping. Disponible jusqu'au 6 février prochain, c'est un jeu de majorité, repêchage de cartes, gestion de main et placement d'ouvriers. DEI est un jeu d'exploration et de survie dans une terre dévastée par une nouvelle ère glaciaire. Les cités futures sont devenues des déserts glacés parsemés de carcasses de gratte-ciel réduites en décombres inhabités. Entre les ruelles du Vieux Londres, les bandes de survivants utilisent leur capacité à explorer et à piller les rares ressources qui restent pour les vendre à la pure caste en échange de nourriture et de carburant. Dans DEI, chaque joueur contrôlera l'une des 4 bandes de survivants qui rivaliseront pour obtenir le plus gros butin. Ils devront explorer Londres à 2 niveaux entre les rues et les toits des vieux bâtiments à la recherche de précieuses ressources d'une époque révolue, soit les technologies et les cellules énergétiques. Chaque faction commencera avec 8 cartes, un héros et quelques explorateurs. Mais pendant le jeu, il sera possible d'acquérir de nouvelles cartes d'action sur un marché noir à Londres, de construire de nouvelles structures telles que des ponts et des ascenseurs, obtenir un contrôle temporaire de la haute technologie avec des drones. La carte est complètement modulaire et tridimensionnelle, de sorte que chaque partie du jeu DEI sera toujours différente. De plus, pendant les matchs, les joueurs devront résoudre des missions de difficulté croissante qui augmenteront leur nombre de points de victoire. J'aime la thématique à la Outlive, une révision de prix par rapport à la version initiale. L'auteur également, Tommaso Battista, qui était à la tête également de Barrage. Un jeu sans texte, version française de disponible, l'ajout du solo avec un plateau aléatoire, plein de bons points. J'aime moins un jeu de majorité, généralement difficile à adapter avec un mode solo, c'est à voir. Alors une bonne réaction de la compagnie pour cette deuxième tentative, des prix réduits, une version Meeple, alors mérite d'être nommé. Peut-être j'y serai, à voir, 50% pour moi, avec DEI, Divine et Impera. Ontour et QE sont de retour sur Kickstarter avec une réimpression des jeux de la compagnie Board Game Tables. Ontour est un roll and write pour 1 à 8 joueurs dans lequel vous devez planifier une tournée musicale à travers les États-Unis pour le jeu de base et l'extension nous permet maintenant de le faire en Europe avec une nouvelle carte. Un jeu très simple, accessible, facile à montrer, mais qui représente tout de même un beau puzzle.
Et avis aux intéressés, l'application sur iOS était également disponible gratuitement cette semaine, alors allez vérifier si c'est encore le cas. Tant qu'à lui, QE est un jeu d'enchères pour 3 à 5 joueurs, que plusieurs qualifient comme un jeu simple mais brillant. C'est 45 minutes par partie, 8 ans et plus. Alors dans les deux cas, c'est disponible à partir de 29$ US, 57$ si vous voulez les deux jeux. Le shipping est très abordable à partir de 4 à 9$. Alors, avis aux intéressés, c'est 1744 contributeurs présentement, 87 000$ d'accumulés. Il n'y a pas de version française, mais très peu de texte dans les deux cas, donc très accessible comme jeu. Alors, c'est à découvrir jusqu'au 21 février prochain sur Kickstarter. Sorti en 2016, le jeu Network nous proposait une thématique originale de programmation d'émissions de télévision. C'est de retour sur Kickstarter avec The Rival Networks, c'est la version 2 joueurs, dont les parties seront plus rapides, 30 à 45 minutes. C'est un jeu simple de programmation d'émissions de télévision, de repêchage de cartes, de majorité et de collection d'ensemble. C'est abordable à partir de 25$ US plus 14$ pour le shipping. The Rival Network est la version autonome de 2 joueurs du fameux jeu qui était initialement pour 1 à 5 joueurs. Il m'intéresse quand même. En grande partie, le gameplay de l'original est préservé, mais rationalisé de sorte que les parties se jouent plus rapidement. Vous et votre adversaire avez chacun un affichage de 3 intervalles de temps, des plages horaires, au début avec des émissions assurément très terribles, et on va devoir donc augmenter notre programmation pour gagner des spectateurs et ravir des plages horaires à notre adversaire et ainsi devenir la chaîne la plus prisée. Alors j'aime beaucoup la thématique hors du commun, le côté humoristique des dessins, mais qui rappelle souvent des émissions de télévision qu'on va reconnaître. Et c'est un jeu plus rapide. Par contre, le volet 2 joueurs, c'est pas vraiment ma tasse de thé, je préfère avoir plus de versatilité. Peut-être on va regarder, puisque Seven Wonders Duel est quand même un de mes jeux préférés. Alors pas de VF aussi, ça reste à regarder si ça reste accessible comme jeu. Je vais quand même attendre la sortie en boutique, c'est un jeu qui m'intéresse, mais inutile de se précipiter sur la version Kickstarter. Et je vous présente ma carte cachée de la semaine avec Adventure of D. Un des meilleurs jeux solo selon Rado, présentement 256 contributeurs, 9000$ d'accumulés. Campagne se termine le 20 février prochain. C'est de 1 à 3 joueurs qui se jouent en coopératif, solo ou compétitif. Des parties de 25 minutes par joueur, 8 ans et plus, disponibles à partir de 28 ou 29$ US, shipping inclus. C'est un jeu très compact, rapide à installer, une aventure fantasy sans jet de dés. Et pour célébrer leur 10e anniversaire, on fait une réimpression avec de nouvelles illustrations. Alors, en tant que héros, vous devez vaincre des monstres, terminer des quêtes, acquérir des compétences, gagner des objets et améliorer vos statistiques dans un voyage passionnant à travers l'île. Vous devrez trouver le moyen de contourner les barrières magiques à l'intérieur de la Tour de la Mort et vaincre Elzof. Alors, pour célébrer le 10e anniversaire en 2020, Adventure of D est de retour avec un meilleur gameplay et de toutes nouvelles illustrations. J'aime la réimpression avec un artistique amélioré, j'aime moins pas de VF et un jeu de cartes avec du texte. Alors, résultat, c'est ma petite pièce de collection peut-être, initialement publiée à 326 exemplaires. Alors, reste à voir si on va additionner ça à la collection avec Adventure of D, 1 à 3 joueurs, un solo, rapide, ça peut être intéressant. Alors, carte cachée de la semaine, Adventure of D. Alors, ça complète notre liste de suivi pour cette semaine avec les projets Kickstarter. À surveiller par contre la semaine prochaine plusieurs belles sorties, dont Enchanters, un jeu de cartes que je vous ai déjà présenté à quelques reprises sur la chaîne, qui arrive en version française grâce à Mythic Games et leur nouvelle compagnie qui est Phoenix Line. Ça sort le 4 février prochain, alors on ajoute ça sur notre liste de suivi et probablement que je vous en ferai une vidéo de présentation du jeu de base. Également, le 4 février prochain, Vampire The Masquerade Chapters de la compagnie Fly Us Game, une compagnie de Montréal qui arrive sur Kickstarter le 4 février. Peut-être un proto à vous présenter, ça reste à voir, ainsi que Kanban EV de Vital Lacerda le 6 février prochain. En plus de ça, il y a une grosse sortie ce week-end, dimanche le 2 février, à ne pas manquer, le Super Bowl. Alors vos prédictions, les 49ers ou les Chiefs, j'attends vos prédictions. Alors bon week-end à tous, on se revoit la semaine prochaine, bye.